à Batra Dafkouf Samerchet. Il y a 500 ans, il y a eu une discussion qui est arrivée entre un professeur et un des parents de ses élèves. Le professeur, il a été loué pour enseigner cet élève pendant plusieurs heures par jour. Et à cause de ça, il a eu le besoin d'acheter ce qu'on appelle une montre. Une grosse machine, comme il avait à l'époque. Et il avait besoin de cette montre qu'on va la mettre dans la classe pour savoir quand est-ce que le professeur il doit finir de travailler. Et la discussion elle était, c'est qui doit acheter maintenant cette grosse machine? Est-ce que c'est le père de l'élève ou bien c'est le professeur? Dans notre DAF, c'est écrit qu'il y a, dans la Mishnah, en fait, la Mishnah nous dit qu'il y a une takana spéciale des Chachamim en ce qui concerne qui doit payer l'écrivain qui va écrire le shtar. Et les Chachamim ont dit que celui qui profite du shtar, c'est lui qui va payer l'écrivain. Et donc, par exemple, si quelqu'un il emprunte de l'argent, c'est celui qui a emprunté l'argent qui va payer le shtar, parce que c'est lui qui profite de ce prêt. Pour la même raison, quelqu'un qui achète un objet, alors l'acheteur c'est lui qui va payer le shtar, parce que le shtar il a été écrit pour lui, pour son profit, et donc c'est lui qui va l'acheter. Et le Meshach Chochma, à la fin de Parashat Béar, il ramène là-dessus presque un pasuk mefourash. Dans Yirmiyahu Lamedbet, c'est écrit que Yirmiyahu Hanavi, il a acheté un terrain de son cousin Hanamel ben Shalom, et le Navi, dans Yirmiyahu, c'est écrit Vaïrtov, Vasefer, Vaïrtom. J'ai écrit sur le parchemin, sur le livre, et j'ai signé. Malgré que celui qui a écrit le shtar, c'est tout le temps le vendeur. Alors pourquoi c'est écrit que Yirmiyahu Hanavi, l'acheteur, c'est lui qui a écrit le shtar? Obligatoirement, c'est parce que c'est lui qui a payé l'écrivain, et donc on voit ici que c'est l'acheteur qui doit payer l'écrivain. Une histoire qui est arrivée devant le Roche, une question qui lui a été posée par son fils Rabbi Yechiel, donc le frère du Tour. L'histoire est la suivante. C'est l'histoire d'une certaine personne qui s'appelait Shimon et qu'on craignait qu'il n'allait pas pouvoir venir au rendez-vous où il a été convoqué au Beth Din. Et le Beth Din, ils ont demandé à Shimon de recevoir un gage pour qu'on soit sûr qu'il vienne. Et quel était le gage? Le copain de Shimon, il a signé devant le Beth Din sur un papier sur lequel c'était écrit que si Shimon il ne viendra pas au rendez-vous du Beth Din, alors ce garant, il va donner 1000 zouz à la tzedaka. D'accord? Donc le Beth Din, ils ont accepté ce gage. Et la question était qui est censé payer l'écriture de ce shtar? Est-ce que c'est ce Shimon? Ou bien c'est celui qui l'a attaqué en Din Torah? Parce que finalement c'est lui qui en profite de ce gage pour, de cette manière-là, il peut être sûr que Shimon, il va venir au rendez-vous. Ou bien c'est le garant. Le Roche, au début, il a dit que celui qui doit payer, c'est celui qui a attaqué Shimon en Din Torah. Justement pour la raison qu'on vient de voir, les Chachamim ont instauré que celui qui profite du shtar, c'est lui qui va le payer. Ensuite, le Roche, en fait, il s'est avéré que il n'y a pas du tout quelqu'un qui l'a attaqué en Din Torah, c'était une autre histoire complètement. C'était Shimon qui avait fait une avéra, et ceux qui étaient responsables du public, ils voulaient le mettre en prison jusqu'à ce qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il a fait, et pour pouvoir le juger. Donc ils avaient peur qu'il se sauve, et il y avait besoin donc d'un garant. Donc lui, il a dit, ne me mettez pas en prison, quand le Bedin va me convoquer pour vérifier qu'est-ce qu'il y a eu exactement, je viendrai. Et le Bedin, bien sûr, qu'ils lui ont dit, on ne sait pas si tu vas venir, et à cause de ça, il a eu besoin d'un garant. Ici, on voit, comme dans beaucoup d'autres tchouvot du Roche, le Tor HaZahav, l'âge d'or qu'il y avait dans la période du Roche et avant lui le Rashba, en Espagne, et
on voit en fait la force que les Batédinim, ils avaient, la permission qu'ils avaient du royaume pour juger les Juifs, ils avaient une force qui était infinie. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et de cette manière-là, ils tenaient très très fort les communautés. Et quelqu'un qui faisait une avéra, il pouvait même le tuer en cas de besoin. Il pouvait couper des membres de certaines personnes, ou faire ce qu'il voulait pour être métaken, pour bien euh, pour bien faire tenir les gens qu'ils ne dégringolent pas dans la Torah. Donc finalement, il s'est avéré que ce Shimon, il était convoqué par le Batidin pour vérifier quelle était la vera qu'il avait faite. Et donc, qui maintenant doit écrire le shtar, c'est ce Shimon, ce fameux Shimon. C'est lui qui profite de ce garant, et donc c'est lui maintenant qui doit payer le shtar. En revenant à notre histoire, la première histoire qu'on a dit, le professeur qui se dispute avec le père de la classe, qui est censé payer la montre. Cette question, on la retrouve dans le Troumat Hadeshen, on va voir quel rapport avec notre sujet. Le Troumat Hadeshen, un des Rishonim, qui était à la fin de la période des Rishonim, une histoire qui date de plus de 500 ans. Il dit que c'est le père de l'élève qui doit payer la montre. Et un de ses élèves, il se posait la question, il ne comprenait pas en fait quel est le pshat de ce psak. Pourtant, quelqu'un qui loue par exemple un tailleur, pour que ce tailleur lui fasse une veste, alors il n'a pas besoin de payer au tailleur l'aiguille avec laquelle il va faire la veste. La même chose, quelqu'un qui loue un sophère pour qu'il lui écrive quelque chose, il n'est pas censé lui acheter la plume avec laquelle il va écrire ce qu'il doit lui écrire, les autres, le Sefer Torah, etc. Et en fait, dans tous les métiers, c'est comme ça. Quand je loue une personne pour son métier, c'est à lui de ramener les instruments de son métier. Alors pourquoi ici, on ne fait pas reposer le paiement de la montre sur le professeur? Pourquoi c'est le père de l'élève qui doit payer la montre? Et le chilouk qui nous a été donné, on le trouve dans le shoot Marie Bruna, c'est donc l'élève du Tourmat Hadeshen. Il dit comme ça, il faut faire une différence entre l'aiguille du tailleur et la montre du professeur. Un tailleur qui n'a pas d'aiguille n'est pas un tailleur. Un sophère qui n'a pas de plume n'est pas un sophère. Ils n'ont aucune possibilité de travailler dans leur métier sans les instruments du métier, et donc, bien sûr que quand je le loue, ça fait partie il ne peut pas maintenant venir me réclamer les instruments de son métier, parce que sans ça, c'est pas considéré que c'est un tailleur. Par contre, le professeur, il n'a pas besoin d'une montre. Il a besoin de bien savoir expliquer, il a besoin de connaître comment enseigner, etc. La montre ne fait pas partie du professeur. Et donc, la montre, elle est là, au fait, que pour savoir quand est-ce qu'il finit son travail. Si c'est comme ça, on ne peut pas l'obliger à acheter la montre parce que lui, il a la possibilité de dire, moi, je finis mon travail, je sais évaluer les heures, j'ai une horloge intérieure je sais exactement quand finir, quand commencer, etc. Et si vous ne me faites pas confiance et vous pensez que chas v'shalom, je vais allonger le shiur trop longtemps, alors c'est vous qui soyez intéressé, c'est vous qui êtes intéressé que j'achète la montre. Et donc la montre, elle est pour votre bien. Et donc c'est les parents des élèves qui, eux, doivent payer la montre pour le professeur.